Un monde qui change. Les hommes des campagnes vivent loin d'une histoire qui se fait en ville. Dans ce contexte, le droit de chasser n'a cessé de croiser la grande histoire. Durant 2 siècles, la campagne gronde. Elle gronde car elle se sent spoliée, laissée pour compte. Parfois, elle en devient violente. Dans le Midi, dans le ressort d'Aix, par exemple, il existe une rubrique judiciaire qu'on appelle délit de chasse suivi de meurtre. Les 2 siècles qui nous séparent de la Révolution ont vu les plus hautes sphères du pouvoir se déchirer autour de la passion de la chasse. Une passion qui dépasse aujourd'hui tous les clivages politiques traditionnels. En 17 ans au Parlement, la seule fois où j'ai vu l'hémicycle avec 250 députés à 7h10 du matin pour voter une loi, c'est sur la chasse. C'est vous dire quand même le côté irrationnel, ce côté français. La ministre de l'Environnement. J'ai eu à vivre ce qu'ont vécu tous les ministres de l'Environnement depuis 25 ans, à savoir un conflit aigu entre le monde de la chasse et le ministre de l'Environnement. Je trouve également, effectivement, un débat avec les chasseurs complètement miné. Dans ces lieux de pouvoir, des hommes d'influence et déterminés jouent les premiers rôles. La seule manière de bouger les politiques, c'était de leur faire perdre les voix. Bon, à ce moment-là, on est rentré dans l'arène politique. On est dans un pays où, comme on n'aime pas les compromis, il faut développer le rapport de force. Et moi, ça ne me dérange pas de développer un rapport de force et de polémiquer contre les ministres, fussent-ils des amis. C'est toujours une tentative de l'État de beaucoup réglementer, une tentative des pratiquants de se donner des espaces de liberté. Et c'est toujours une inquiétude pour l'État, la chasse. De tout temps, finalement. « 1789, c'est la date fondatrice d'une chasse populaire. Et pourtant, c'est au cours d'un long siècle qui va connaître 5 changements de régime que cette chasse va prendre forme, va s'imposer. Car dès 1790, la chasse retourne aux propriétaires. 1827, 1829, 1832, les restrictions de chasser se succèdent. Le spectre d'un retour aux pratiques de l'Ancien Régime se propage dans les campagnes. En 1844, on légifère de nouveau. La chasse du propriétaire est confirmée, un permis de chasse est alors imposé, et la campagne n'accepte pas cette nouvelle contrainte. L'année suivante, en 1845, le nombre de porteurs de permis diminue de 20 à 30 000. Le nombre de prévenus pour délit de chasse augmente et est multiplié par 2, par 3. On passe d'une moyenne de 8 à 9 000 délinquants par an en France à 26 000 en 1850, à 19 000 en 1846. Et sur les 19 000 de 1846, 15 000 sont présentés devant les tribunaux correctionnels pour avoir chassé sans permis. La tentative de 1844 d'organiser la chasse est un échec. Le milieu du siècle est marqué par de nombreuses affaires judiciaires liées au braconnage. La grande histoire croise encore la pratique de la chasse. 1848, le régime monarchique est renversé, des élections sont annoncées. Dans les campagnes, cette soudaine liberté s'accompagne alors d'excès. Le parti de l'ordre entend d'abord contrôler les provinces. Le corps de la gendarmerie s'étoffe. L'opposition, démocrate socialiste, essaye de fédérer les protestations. On politise la vie quotidienne à travers cela. Puisque tout individu qui est contrevenant est forcément socialiste, dans l'esprit du parti de l'ordre. Du coup, les gens, le braconnier ordinaire qui se sent poursuivi par les gendarmes, pourrait presque finir par se sentir socialiste. D'autant plus qu'une certaine propagande peut arriver jusqu'à ses oreilles, et dans cette propagande, on dit qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il faut rétablir les droits d'usage dans les forêts. Il faut accorder à nouveau la possibilité d'apporter, d'amener son bétail en forêt, paître les feuilles, etc. Et il faut aussi peut-être améliorer ou changer, réformer, abolir la loi aristocratique de 1844. Les lois qui régissent aussi le principe de propriété sont inadaptées aux pratiques cynégétiques de l'époque. On chasse pour se nourrir, quels que soient les risques. On espère des changements, mais l'espoir de voir les règles évoluer est anéanti par le coup d'État de Napoléon III en 1851. Dans de nombreuses régions françaises, pas toutes, on se soulève. En armes, fourches, fusils. Dans le Var, dans le Vaucluse, dans la Drôme, dans l'Hérault.
dans le Gers. Cette révolte sera laminée par la gendarmerie et par la troupe. Et à Bédarieux, à la veuve d'un gendarme qui venait d'être assassiné, qui était au milieu de la foule, les gens qui étaient présents disaient à la veuve et pleuraient « Il ne nous fera plus des procès à 8 francs ». 8 francs, c'était quoi? C'était le montant de la gratification. Lorsqu'un gendarme faisait un procès verbal pour délit de chasse, il touchait une prime de 8 francs. Donc devant le cadavre du gendarme, on disait « Il ne nous fera plus de procès à 8 francs, c'est à cause de lui que j'ai plus un centime ». Si les délits restent très nombreux, le nombre de permis ne cesse d'augmenter. Ils seront 600 000 au début du XXe siècle. La chasse se structure. Ce sont les premières associations. La problématique de la disparition de certains gibiers, présente depuis un siècle, se fait de plus en plus criante. En 1902, une convention internationale donne un premier cadre pour limiter les prélèvements. Cette disposition aura du mal à être appliquée. On peut parler d'un véritable règne des tolérances. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'est pas possible de contrevenir à cette convention de 1902, dans la mesure où c'est la France qui l'a initiée, mais à la fois on se rend compte que ce n'est pas possible d'interdire les petites chasses. Selon certains témoignages, des braconniers auraient peut-être bénéficié de certaines protections politiques. On raconte dans la Sologne que certains braconniers n'étaient jamais poursuivis car ils faisaient office de porteurs de bulletins, d'agents électoraux. On racontait en Camargue que les braconniers n'étaient pas poursuivis parce qu'ils attendaient tout simplement une amnistie. On a toujours l'épée de Damoclès sur la tête de se dire « bon, cette année je peux, mais l'année prochaine, est-ce que je pourrais ?» Mais finalement, comme ça, d'année en année, les tolérances se perpétuaient, si on peut dire ça. Et là, on a chassé sans doute très librement. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la chasse finit sa démocratisation. Les congés payés, des fusils moins coûteux, une hausse du pouvoir d'achat permettent une chasse de masse. La chasse au fusil devient alors populaire. Si dans quelques régions, la gestion de territoire est cadrée, notamment au nord, ailleurs, cette gestion reste floue. Tout est encore lié à l'histoire. Le monde des propriétaires a toujours cherché, et est régulièrement parvenu, à être maître du jeu de l'organisation de la chasse. Mais avec une population de chasseurs majoritairement de gauche. Et il n'y a jamais eu de hiatus entre ça pour une raison simple, c'est que quand vous êtes chasseur et que vous n'êtes propriétaire de rien, vous chassez chez un propriétaire et il vaut mieux être bien avec lui. Les inquiétudes dans le domaine de la chasse demeurent. Depuis un siècle, ce sont les règles de la propriété qui empoisonnent le dossier chasse. Une notion qui va bien au-delà de la pratique, une notion idéologique. En 1964, le sénateur socialiste Verdeil se propose de réformer la chasse. Ça a été le premier finalement à décentraliser la chasse et à rendre le pouvoir aux fédérations de chasse. Dans son projet d'association communale, il met en place des règles pour que citadins, ruraux, propriétaires et non propriétaires puissent chasser ensemble sur de vastes territoires. Une pratique qui se place sur le terrain de l'idéologie. C'est très difficile de faire admettre à quelqu'un que l'on va organiser quelque chose chez lui. Bon, nous avons quand même une mentalité en France très, très propriétaire. Et c'est là qu'il y a eu lieu de convaincre et de dire attention, la décision vous appartient. Et la décision vous appartient tellement que la loi est adoptée département par département. Les réticences seront très nombreuses. Toutefois, 39 départements et des milliers d'associations communales vont adopter cette loi. Ce texte fera date. C'était un sacré politique, parce qu'arriver à faire adopter au Sénat, de droite, plutôt rural, et le monde rural quand même n'est pas toujours dans les avancées sociales. Bon, le faire accepter, oui, mais ça a été sa grande force. 1974, 2,4 millions de permis. La chasse est définitivement une activité reconnue et populaire. Mais au moment où les chasseurs français n'ont jamais été si nombreux, une conscience écologique est en train de se bâtir dans les sociétés modernes. Quelque chose se prépare qui va déterminer les 30 prochaines années. L'Europe édite une directive pour la protection des oiseaux migrateurs et des habitats. C'est peut-être à partir de 1979
que les tolérances, il y a eu un sacré coup de frein, et ça a été très difficile. Parce que là, il y avait la loi française, la loi internationale, mais la jurisprudence aussi internationale qui s'est mise là-dedans. Et puis surtout, il y a un contrepoids du ROC, de la LPO et de toutes ces autres associations. Et j'ai envie de dire aussi du Quidam, qui peut-être n'est pas plus favorable que ça à la chasse maintenant. Le chasseur français est désormais interrogé sur sa pratique. La société n'est plus une société rurale. L'Europe est une nouvelle entité politique. Elle régit désormais un vaste espace avec de nouvelles normes. La directive n'est pas un texte fait contre la chasse. C'est un texte à l'anglo-saxonne. Elle dit simplement que les États doivent respecter plusieurs grands principes. Mais elle n'a jamais dit « la chasse doit ouvrir en France au 1er septembre et fermer au 31 janvier ». Il ne faut pas croire que la France est le seul pays qui est en butte avec cette directive oiseau. Il y a eu des dizaines d'arrêts rendus par la Cour de Luxembourg à propos de la directive de 1979. Mais c'est vrai que la France a toujours été un client privilégié de la juridiction européenne. Quand la directive est conçue, il règne un climat de confiance entre protecteurs de la nature et chasseurs. À cette époque, ils envisagent un avenir en commun. Schématiquement, il n'y avait pas d'hostilité viscérale ou forte du monde de la protection de la nature vis-à-vis de la chasse. Parce qu'on avait des intérêts communs qui étaient de maintenir des milieux de qualité, milieux diversifiés, milieux ruraux, milieux zones humides, etc. Ce consensus est remis en question par une décision politique. C'est au moment du changement de majorité en 1981 que Michel Crépeau, secrétaire d'État à l'environnement du gouvernement Mitterrand, prend un arrêté. Il autorise la réouverture de la chasse à la tourterelle. Le raisonnement politique de l'époque était « Monsieur Hamelin est un homme de droite, on va donner de l'oxygène aux chasseurs de gauche du sud-ouest, chasseurs de tourterelles, pour déstabiliser la chasse dite de droite ». Et ça a été le coin qui a petit à petit fait que se sont écartés chasseurs et protecteurs alors qu'ils avaient des intérêts communs en termes de milieu. Les protecteurs se sentent trahis. Leur organisation va s'étoffer et devenir alors plus combative. Parallèlement, un mouvement de chasseurs s'est constitué. Il a pris naissance 2 ans auparavant dans les Pyrénées. Nous avons fait appel à tous les chasseurs de la moitié sud de la France en leur disant « Venez, on a des choses à vous dire ». Et nous avons eu l'extrême surprise de nous retrouver ce jour-là avec 10 000 chasseurs. Et je leur ai dit ce jour-là « Écoutez, je vous demande de prendre le serment de Pau, que nous puissions défendre nos chasses traditionnelles, quelles que soient les dates et quelles que soient les modes, pourvu que ça reste les traditions. » Et voilà, et c'est parti donc le 21 mai 1979. Le mouvement s'étend progressivement dans les régions où la chasse aux oiseaux migrateurs est très implantée. Mais il a fallu 10 ans pour que la mobilisation gagne l'ensemble des territoires. En 1989, c'est cette fois-ci dans le nord de la France que les chasseurs se mobilisent. Figurez-vous que ce jour-là, on se retrouve avec 27 000 personnes. Ce ne sont même pas des chiffres chasseurs, ce sont des chiffres de la police. 27 000 chasseurs défilant dans les rues d'Amiens. On n'avait jamais vu ça depuis la Libération. En 1989, d'autres manifestations sont organisées un peu partout en France. Périgueux, La Rochelle, Marseille, plus de 200 000 chasseurs vont ainsi défiler dans les villes de province. Certains comprennent l'importance non seulement du rôle de la chasse, mais aussi de l'impact des chasseurs par rapport au monde politique. Et très vite, donc, la mayonnaise a pris, hein, d'abord au niveau des hommes. Et donc, très vite, on a abouti sur des objectifs très clairs. Il fallait présenter des candidats aux élections. Et à l'époque, ce n'était que les élections régionales et des élections européennes. Et on avait dit, on restera là. L'avenir, bon, a fait que... Les leaders viennent des fédérations puissantes comme celle de la Gironde, de la Somme, des Pyrénées-Atlantiques, d'où est issu Jean Saint-Josse, ou de la Dordogne, dont le chef de file est André Goustat, le premier président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. C'est d'une centaine de milliers de voix que nous avons loupé le coche. Et là aussi, simplement par le fait que toutes les fédérations départementales des chasseurs
ne se sont pas mobilisés. Parce que certains présidents étaient des hommes politiques, inféodés à des partis, et qu'ils ne se sont pas mobilisés parce que leurs partis leur ont dit de ne pas se mobiliser. Sans ça, nous pouvions enlever, dès la première fois, en 1989, des élus au Parlement européen. Personne ne s'attendait à ce que les chasseurs fassent 4,8%. Enfin, à 0,2%, nous aurions eu 6 députés. C'était quand même déjà très prémonitoire. D'où viennent ces hommes qui le composent? Quels sont leurs liens avec la sphère politique traditionnelle? Une chose est sûre, CPNT est lié aux dirigeants des fédérations départementales. Je pense que le point de départ, c'est la volonté de transformer l'Union des fédérations en un outil de combat de défense de la chasse. De façon très sincère, c'est le cas de Jean Saint-Josse. Mais avant, le premier patron de Jean Saint-Josse, c'était Goustat. Très proche des milieux, enfin pas très proche, RPR. Quand vous regardez le point de départ de CPNT, les gens qui jouaient dans CPNT avaient par ailleurs des convictions politiques bien affirmées. On sentait des hommes déterminés par rapport à des problèmes certains. Et puis, il s'est avéré que beaucoup étaient de droite et un seul était de gauche. De toute façon, la chasse est ainsi faite. La base est à gauche. Ici, dans le département de la Somme, on a une forte propension du Parti communiste, du Parti socialiste au niveau des hommes de base. Et les dirigeants, par exemple, de la Fédération des chasseurs, eh bien, ce sont des gens de droite. Hein. C'est ainsi fait. Bon, pourquoi, comment, peu importe. Ça mériterait une analyse beaucoup plus fine. Mais voilà le constat. Nous voulions avoir les mains libres pour pouvoir prendre des initiatives, manifs, etc., comme l'a fait très bien la FNSEA, parce que c'est l'aiguillon permanent du monde agricole pour faire avancer leurs idées. Voilà ce que nous voulions faire, nous, et pouvoir réaliser. Naturellement, celui qui recommandait à la FNC de faire du lobbying auprès des politiques, etc., était en même temps le lobbyiste de CPNT, enfin plus que le lobbyiste, on peut dire qu'il était le lobbyiste de l'Union des fédérations et l'inspirateur de CPNT. J'ai dirigé toutes les campagnes de Saint-Josse parce que, avec très peu de moyens, c'était avec des militants et du bouche à oreille, beaucoup plus qu'avec des moyens financiers. Et c'était donc un vrai challenge, mais un challenge intéressant parce qu'il fallait bâtir une véritable stratégie. Il fallait aussi, pour le monde de la chasse, que CPNT réussisse à faire les meilleurs scores qui soient. Parce que c'est le principe du thermomètre. Quand vous avez branché un thermomètre, il vaudrait mieux que la température soit élevée si vous voulez exercer des pressions demain. En 1992, lors des élections régionales, 29 élus CPNT vont intégrer les conseils régionaux, 32 en 1998. Dans la Somme, CPNT est le premier parti politique du département avec 30% de voix. Dans toutes les régions françaises, les partis traditionnels ont du mal à retenir leurs électeurs. À quelques rares exceptions près, les élus qui ont conservé des liens avec le monde de la chasse populaire ont résisté. Le communiste Maxime Grémetz est l'un de ceux-là. Il faut quand même savoir qu'au Crotoy, 2500 habitants, il se dit souvent qu'il y a 5000 fusils. On est quasiment avec son fusil dans le berceau, là. Vous imaginez l'importance que ça a, donc tout ce qui est lié à la chasse. Lorsqu'un élu politique l'aborde, c'est important. Et Maxime Grémetz a compris une chose. Son argument, c'est de dire « moi, je défends un acquis révolutionnaire ». Moi, j'y tiens à une chasse populaire et démocratique. Et j'aime bien, en plus, le milieu de la chasse, parce que quand je vois les associations de chasse, comment elles fonctionnent, comment elles s'autogèrent, comment elles se donnent des contraintes, comment elles veillent à l'environnement, c'est eux qui fixent. Combien on peut prélever, là? C'est eux qui font les prélèvements, qui disent, voilà, on comptabilise. Combien on peut prélever cette année? Attention, tant, pas plus. Ils se donnent eux-mêmes des contraintes, mais en décidant eux-mêmes à partir de... Je trouve que c'est merveilleux. C'est ce que j'appelle l'autogestion, ça. Et l'autoresponsabilité. CPNT attire un électorat qui ne se reconnaît plus dans les grands partis politiques. Un électorat rural et contestataire s'est constitué et les succès sont au rendez-vous. C'est dans ce contexte que Dominique Voynet, élu écologique, est nommé ministre de l'Environnement. Moi, je suis allée dans la cage au lion, je suis allée plancher devant des assemblées générales de chasseurs. Puis je suis allée dire ce que je pensais. Ce que je pensais de la chasse, une passion que je ne partage pas, un lobby, un loisir que je ne comprends pas.
mais en même temps une responsabilité pour la ministre d'organiser effectivement cette activité qui existe et qui est cadrée au niveau européen comme au niveau national. Donc, et ça se passait plutôt bien parce que c'est des gens aussi qui apprécient ce courage-là, qui apprécient le contact et la confrontation. Et lorsque Dominique Voynet, en 1997, venait d'être nommée ministre, elle a été invitée à l'Assemblée générale des présidents de fédérations de chasse. Et quand vous regardez le compte-rendu de l'Assemblée générale dans la presse synergétique, elle n'était pas du tout vue comme l'ennemi à abattre. Dans mon bureau, ils étaient tous extrêmement complaisants, très courtois, très désireux de bien faire. Ils se portaient garant de la possibilité de trouver des compromis. Et puis devant leurs troupes, dans les assemblées générales des fédérations de chasseurs, c'était un autre ton. Le fait que j'ai un suppléant chasseur n'a pas pesé lourd. André Vaucher était pourtant quelqu'un d'assez raisonnable, assez responsable, mais ils m'ont tout de suite caricaturé comme l'antichasse, etc., etc. On était dans le fantasme et dans la manipulation, en disant « Madame Voynet va dire qu'elle va faire ça », elle n'avait encore rien fait. J'ai été confrontée au dépôt de propositions de loi émanant de membres du groupe d'études sur la chasse, en l'absence de dialogue de fond pour objectiver finalement les données scientifiques ou pour cadrer le dossier. Et donc, c'est avec le souci de réunir un certain nombre de données, d'une part, avec le souci aussi d'engager enfin le dialogue avec le monde de la chasse, que je me suis décidée à confier à François Patria un rapport sur la chasse. À partir du moment où Dominique Voynet a annoncé qu'elle allait faire une loi, nous pensions que c'était une loi pour finir d'étouffer la chasse, quoi. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et ça a commencé ça nous a permis de mobiliser les troupes. En février 1998, les troupes sont effectivement au rendez-vous. 150 000 chasseurs défilent dans Paris. Une démonstration de force. Un succès que se partagent CPNT et la Fédération nationale de la chasse. Quand on s'amuse à regarder ce qu'il y avait dans les manifestations par rapport à Madame Voynet, ça c'est une chose moi, qui m'a là aussi scandalisé. Regardez, ça c'était ce qu'il y avait dans les manifestations, hein, ce qui était affiché dans une fédération de chasse du Midi, ce qu'on voyait en baie de Somme. Si vous voulez, il y a eu toute cette espèce de montée en puissance d'une présentation de Madame Voynet que je trouve absolument scandaleuse. Jamais on n'aurait vu l'équivalent par rapport à un homme. L'événement fait la une de tous les journaux. Par-delà la manifestation, le mouvement fédère les chasseurs contre la gauche plurielle. Une grande loi a été annoncée comme si devait être la grande merveille et qui allait tout organiser dans la meilleure harmonie possible. Et ça n'a eu qu'un effet, c'est politiser le problème de la chasse. Ce jour, Dominique Voynet m'a dit, à l'issue des questions d'actualité, c'était donc autour du 15 juin, voilà, est-ce que tu accepterais de prendre en charge un dossier qui va te causer beaucoup de soucis, mais qui pourrait éventuellement te rendre célèbre? J'ai accepté, et je me suis donc mis au travail dès les premiers jours de juillet, aussitôt après ma nomination comme parlementaire en mission, et j'ai rencontré en premier lieu, puisque le sujet était là, Saint-Josse et M. Coste à l'Assemblée nationale, début juillet. Et puis ensuite, la mission s'est déroulée sans arrêter pendant les 3 mois d'été. Il faut reconnaître que je suis quand même assez détesté. Hein, depuis 11 ans que je fais ce métier et que beaucoup rêvent encore d'avoir ma tête, mais moi je m'occupe de l'extérieur. Je suis mandaté pour aller infiltrer l'extérieur, influencer l'extérieur, ceux qui sont les décideurs politiques. Donc ça, c'est clair que cette capacité-là, je l'ai mis au service de la Fédération nationale et avant de l'Union, mais quand je l'ai mis au service de CPNT, c'était pour un autre objectif. C'était parce que CPNT captait une partie des lecteurs de gauche qui pouvait être utile pour la droite en 2002. Si on regarde le cursus de Thierry Coste depuis les années 90, les débuts des années 90, il roule pour la droite. Il a fait en telle sorte que l'électorat chasseur, les circonstances l'ont puissamment aidé, soit extrêmement défiant vis-à-vis de ses origines politiques, à savoir la gauche. C'était feutré. Hein, on n'allait pas dire qu'on attaquait le ministre. On le faisait dans les couloirs, on le faisait par lobbying, et je crois que M. Coste est un lobbyiste patenté,
dans les cabinets ministériels, dans les relations politiques. Le dialogue s'était engagé sous de curieux auspices, parce que quelques jours à peine après mon arrivée au ministère, j'ai reçu un coup de fil du lobbyiste du milieu, Thierry Coste, que vous connaissez très bien. Et Thierry Coste m'a dit « Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer discrètement à Dole, dans votre permanence ?» Et il est venu à Dole avec Pierre Dayan, qui était président de l'Union nationale des fédérations à l'époque. Et en gros, le message était assez paternaliste et assez caricatural. C'était « ma cocotte, tu n'y connais rien, fais comme on te dit, et puis tu auras la paix ». Je me bats et j'aide mes clients à se battre pour avoir des résultats. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est vrai que pour le résultat, je ne suis pas très... On peut me critiquer sur les moyens que j'utilise parfois, puisque je n'ai pas d'état d'âme à utiliser la polémique, la rumeur. Et donc, c'est vrai que j'utilise toute la gamme qui est offerte aujourd'hui pour exercer une pression. J'ai refusé de lui serrer la main à plusieurs reprises, parce que j'accepte que les gens ne pensent pas comme moi. J'accepte des gens de conviction. Mais un type qui se met contre de l'argent au service tour à tour de causes politiques variées, ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc il m'a envoyé une carte de vœux un petit peu vide dans laquelle il dit « J'ai compris que vous n'aimiez pas les mercenaires. Bon, c'est... Oui, il a compris, j'aime pas les mercenaires. » Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai beaucoup d'affection parce qu'il est très franc dans sa façon d'être. À partir du moment où on admet l'idée que c'est un cynique et qu'il est mercenaire, ben voilà, c'est tout. À cheval entre le monde des médias, des politiques et des institutions, le travail de l'homme d'influence profite de la conjoncture. Elle est idéale. Le dossier chasse devient un dossier d'importance nationale. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une petite partie des chasseurs qui attisait les frustrations et le mécontentement de l'ensemble des chasseurs sur des bases qui n'étaient pas très honnêtes. Par exemple, chaque fois qu'on parlait de l'argent, chaque fois qu'on parlait de l'argent de la chasse, la situation se dégradait. Chaque fois qu'on parlait de la situation dans certains points du territoire où des pratiques illégales génèrent des flux financiers intéressants pour quelques-uns, ça se dégradait. Chaque fois qu'on parlait des fraudes au permis de chasser, ça se dégradait. Chaque fois qu'on insistait sur le fait que les présidents de fédération, ils ont aussi une mission de service public et qu'ils ont pour responsabilité de faire respecter les règles, notamment dans leur relation avec les gardes, ça se dégradait. Alors il y a eu bien sûr le jour de non-chasse. Le jour de non-chasse, ça a été utilisé à mort, alors qu'il y avait la majorité des départements, et puis un territoire, aucun territoire n'est chassé tous les jours. Mais ça a été la mesure vexatoire, présentée comme telle, et qui a mobilisé les chasseurs contre cette loi Patria-Voynet. Plusieurs fois, elle a avalé son chapeau, en essayant de trouver une paix synégétique territoriale. J'ai l'impression que rien ne vous sera épargné. En effet, votre projet s'est considérablement modifié depuis 2 mois. Ces avancées à petits pas, contre votre gré, ne permettent pas... À l'Assemblée, le projet de loi est âprement débattu. Mais la ministre de l'Environnement qui s'est saisie du dossier est extrêmement isolée, même dans sa propre majorité. Jospin n'a absolument rien compris, mais Patria vous en parlera beaucoup mieux que moi. Il était sous l'influence d'un certain nombre de députés tétanisés, parce qu'il disait « mais cette loi, les chasseurs la détestent, c'est nous, la gauche plurielle, qui la portons, les chasseurs vont nous détester encore plus ». Alors qu'à ce moment-là, et moi je l'avais dit, mais expliquez aux chasseurs, allez sur le terrain et expliquez-leur que ce que vous faites, c'est absolument pas contre la chasse. Mais ils étaient un peu gênés, parce que dans la complexité gauche plurielle, dire que cette loi était une loi favorable aux chasseurs, par rapport aux Verts, posait problème, qui eux ne voulaient pas. Bon, vous comprenez bien, on était dans un débat complètement schizophrène. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 560. Suffrage exprimé 524. Pour 269. Contre 255. L'Assemblée nationale a adopté. La gauche plurielle ne sort pas indemne du projet de loi. 14 députés socialistes refusent de voter, le Parti communiste n'est pas satisfait, s'abstient, et chez les Verts, on se dit trahi par son propre camp.
Le grand gagnant sera la Fédération nationale de la chasse. Pour reconnaître à Mme Brunet d'avoir eu le courage de réformer une activité qui n'avait pas guère bougé depuis 1844. Pour les structures, M. Patria, je pense, a fait, parce qu'il en était membre lui-même d'une fédération de chasseurs, pour les structures fédérales, ça a été plutôt positif. Mais ça a été un gros travail pour rattraper, je dirais, un projet initial qui se voulait tout de même vexatoire et un petit peu agressif envers la chasse. La loi qui a permis de structurer le monde associatif et finalement de conforter le lobby de la chasse, ce n'est pas une loi de droite, c'est la loi Voynet-Patria. C'est clair. Elle n'a pas été satisfaisante sur les dates de chasse, mais les lois de droite ne l'ont pas été non plus, dans les périodes précédentes. Et sur le système associatif, il faut reconnaître que c'est François Patria qui a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui l'organisation de la chasse soit très forte et très puissante. Je rappellerai à cet effet que CPNT a fait depuis bien longtemps, depuis 1989, Saint-Josse se lance dans sa première campagne présidentielle en 2002. Il est accrédité d'environ 3% des voix dans les sondages. Thierry Coste est encore là. Il porte la double casquette de lobby de la Fédération nationale de la chasse et d'organisateur de la campagne de Saint-Josse. Moi qui ne voulais pas être président de la République, je me demande si je ne vais pas le devenir. J'étais membre du groupe Ruralité de l'Élysée, Saint-Josse le savait, groupe Ruralité présidé par Christian Jacob, chiracien parmi les chiraciens, et donc et je servais la campagne de la majorité UMP, c'est clair. Mais ce n'était pas une stratégie si confidentielle que ça. Le président de CPNT en était parfaitement informé, puisqu'il participait à un certain nombre de réunions avec moi à l'Élysée. Je dis que ce n'est pas vrai, que c'est un menteur, CPNT a été aidé par ses militants, il a été aidé par ses délégués départementaux, il a été aidé par tous ceux qui ont voté pour moi aux élections présidentielles, et il y est pour rien, ce sont les électeurs qui ont voté. Pour surpâturage. Les élections régionales marquent le début du déclin en 2004. Le changement du mode de scrutin favorise les grands partis. La stratégie de l'indépendance votée lors du congrès du CPNT est fatale. CPNT, après 2002, n'a pas compris, et Saint-Josse en particulier, mais nous étions une minorité à penser qu'il fallait arrêter le discours ni gauche ni droite et qu'il fallait jouer la même stratégie que les Verts, c'est-à-dire au mieux s'allier avec la droite. Personnellement, je pensais quand même qu'un parti corporatiste comme les chasseurs, comme un parti corporatiste comme les Verts, n'a pas fondamentalement d'existence. Donc la bonne stratégie, c'était celle de l'alliance. Alors moi, je l'ai plaidé à partir de 2002, après la présidentielle, parce qu'on ne servait plus à rien autrement. Et effectivement, la médiatisation de la présidentielle a dû monter à la tête d'un certain nombre de responsables de CPNT qui ont cru qu'ils pouvaient exister par eux-mêmes. Or, il s'avère que c'était faux. Quand on a changé les modes de scrutin aux élections régionales et aux élections européennes, nous ne savions pas, bien que nous ayons quelques doutes, mais nous ne savions pas, sur le plan électoral, ce que cela pouvait donner. Et quand on monte une côte, on arrive au bout de la côte. Quand on monte un col, on arrive au bout du col. Aux européennes, en cette même année 2004, le parti atteint juste 3% des voix, 2 fois moins qu'en 1999. Aucun parlementaire européen n'est désormais élu. Avec une mauvaise stratégie, on perd tout. Et résultat, on a tout perdu. Mais c'était inévitable. Alors que dans le même temps, les Verts qui étaient dans la même situation ont tout gagné. Avec des élus partout, des vice-présidents dans toutes les régions. Donc ça dépend. Si on veut avoir le pouvoir, il faut savoir faire des compromis. Le pouvoir pour peser dans les débats, pour défendre ses propres idées. C'est ce qu'ont fait les Verts en faisant des compromis. CPNT ne voulait pas le faire, donc Saint-Josse s'est végétérisé. C'est-à-dire avec le discours ni gauche ni droite, on meurt tout de suite. En France, il n'y a pas la place pour ça. Donc ça pouvait être utile pour piquer des voix à la gauche. Le résultat était atteint. Après, il fallait arrêter. Il fallait trouver un compromis. Et effectivement, il était peut-être plus facile à trouver un compromis avec la droite qu'avec la gauche. Maintenant, je reste convaincu reste à savoir si les chasseurs nous auraient suivis. Et ensuite, je pense aussi que Thierry Coste est le plus mal placé pour donner des leçons, parce que M. Thierry Coste n'est pas là pour défendre la chasse, mais il est là pour défendre ses intérêts personnels. Si vous voulez, c'est un mercenaire de la communication. Et bon,
Sur le fond, il n'a peut-être pas tort, Coste, mais venant de lui, on ne peut pas l'accepter. Sa logique, c'était de faire la démonstration qu'il y avait un vote chasseur. Et le meilleur moyen de le démontrer, c'était que ces PNT réussissent aux élections. Une fois que cet électorat était constitué, et constituait du même coup son fonds de commerce, au meilleur sens du terme, il fallait que cet électorat serve les intérêts de la droite. Donc il s'agissait de tuer ces PNT. Il le dit d'ailleurs. Donc il a tué ces PNT avec autant de talent, autant de compétences et d'intelligence qu'il avait participé à sa montée en puissance. Il y a eu un effritement à la fois des élus, un découragement, des dissensions. Il y a eu beaucoup de querelles internes, de prétendants à des cantons, à des places au régional. Et ça a beaucoup joué, je crois, dans l'effritement du poids politique de ces PNT. Quelque part, je pense que ces PNT essaient de garder aujourd'hui son côté intransigeant, non vendu à la cause de l'un ou de l'autre. Mais inévitablement, les gens qui le composent, eh bien, avec le temps, s'érodent et retournent tout naturellement dans leur famille politique. Je connais des gens, des amis qui étaient au CPNT et qui étaient communistes. J'allais leur reprocher d'être à CPNT parce que, ils ne coupaient pas les choses. Ils n'ont pas quitté le Parti communiste pour aller au parti. C'était pas un parti, c'était un mouvement. Eh bien, vous retrouviez de tout. Fallait que CPNT, s'il voulait durer, au lieu de, eh bien, pas se présenter aux élections ou pas, etc., etc., je veux dire, pas faire de la politique, quoi. Parce que dès qu'on fait de la politique, on est bien obligé d'aborder bien d'autres questions que la chasse, et résultat, chacun se retourne vers ses partis, ses formations politiques d'origine. Qu'il y ait eu quelques influences, tous les partis politiques essayent, dans ces cas-là, de débaucher. Mais ça fait partie du jeu. Ça ne me choque pas. Mais ce serait vraiment un petit peu réducteur que de dire que ça a été juste une succursale pour fédérer des voix. Ça a été sûrement tenté. Et ça a été tenté même par tout le monde. On a été peut-être... on s'est cru peut-être trop beau à un moment donné, en particulier dans un certain nombre de départements qui avaient fait de gros scores. Bon, je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Un score n'est jamais acquis, une situation n'est jamais acquise, et les idées que l'on défend, par contre, de celles-là, sont acquises. Je crois qu'on n'est pas là pour chercher des places, on est là pour transmettre les idées. Et moi, mon rôle aujourd'hui, j'ai plus 20 ans, donc c'est de transmettre les idées à d'autres. Et c'est bien plus important que tout le reste. Et vous devez l'entendre aussi, mais dites-moi, vous faites de la politique. Vous n'avez pas le droit de faire la politique. Comment j'ai pas le droit de faire la politique? Et pourquoi j'ai pas le droit de faire la politique? Mais chasseurs, il faut choisir votre camp. Mais attendez, on a été trompé. On a notre camp, on a notre cœur. C'est CPNT. Et vous en avez un certain Pour CPNT, le contexte a beaucoup changé. L'ensemble des partis commencent à intégrer à leur programme les problématiques rurales ainsi que les questions environnementales. Mais qu'en est-il de la chasse? On n'est pas dans un temps où le débat politique est idéologique. On ne l'est plus dans ce temps-là. Est-ce qu'on le redeviendra? Peut-être, mais si on ne l'est pas, un sujet fondamentalement idéologique comme la chasse n'a pas de place, sauf en ce qu'il représente un poids électoral, tant que ce poids électoral durera. Point. Le poids électoral des chasseurs se fait sentir à chaque échéance. D'autant que les députés et les sénateurs ruraux représentent une part importante des élus. Notre hostilité à une période qui commencerait le 1er septembre pour se terminer le 31 janvier. Parce que là, messieurs, particulièrement dans les territoires maritimes, et j'y suis, on est fusillés. Bon, Juste un élément vétérinaire également, puisque comme Gabriel, je suis vétérinaire. Lors des réunions du groupe chasse de l'Assemblée nationale, on se préoccupe de l'éternelle question des dates d'ouverture. Les questions autour de la marge de manœuvre que laisse la directive sont toujours là. Quand on est en fédération, souvent, il n'y a qu'à supprimer le Conseil d'État. Non, évidemment, c'est une solution. C'est ce que je dis tous les jours, moi. C'est une solution. La droite est arrivée au pouvoir en 2002 et le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin demande de dépolitiser le débat sur la chasse. 3 ministres en moins de 4 ans s'y emploieront. Le premier élément de ma politique, ça a été de vouloir asseoir le débat sur des bases scientifiques incontestables.
D'où la création d'un observatoire national de la chasse et de la faune sauvage, parce qu'on s'envoyait des convictions, des certitudes à la figure. Oui, telle chose, telle date de chasse, c'est anormal. Non, vous avez tort, etc. Quand même, sur un dossier comme celui-là, où le but avoué, le but déclaré de chacun des protagonistes, les pro-chasses et les anti-chasses, c'est le respect de la faune sauvage, il n'est pas possible qu'on ne s'entende pas sur un certain nombre de critères scientifiques. Dès le début, le monde associatif a dénoncé la façon dont a été créé cet observatoire. Il a même fallu que le ministère insiste pour que nous acceptions de nommer des scientifiques, parce qu'il n'y a pas d'abord la parité dans la composition de cet observatoire. Alors, cet observatoire, il a été créé avec l'aide du ministère de l'Environnement, mais pas forcément, je dirais, avec son accord sur le concept lui-même. Il a été construit avec des gens qui venaient de la Fédération nationale des chasseurs, avec des gens qui venaient du Muséum d'histoire naturelle, et avec le directeur de la LPO qui était présent lors de la réunion de constitution, de mise en œuvre du projet. Aucune des règles de fonctionnement des instances scientifiques habituelles n'est respectée. Il n'y a pas de président. Le secrétaire fait office de président, c'est l'Office national de la chasse. Et finalement, ça renvoie à la question précédente. Ça montre bien que ceux qui ont le pouvoir et l'influence sur le ministère de l'écologie, sur cette thématique chasse, en tout cas, c'est la Fédération nationale des chasseurs qui a obtenu un observatoire fait comme elle le souhaitait, composé comme elle le souhaitait, et pas du tout une instance scientifique comme il devrait être. Et lorsqu'on va au Conseil d'État, que voit et que dit le Conseil d'État? Il dit que les études scientifiques qui lui sont présentées, il a des doutes et que ça ne semble pas être des études scientifiques. C'est un peu paradoxal qu'on nous dise que ça a été fait pour les chasseurs, que ça ne va pas, que les protecteurs sont membres de cet observatoire, avec l'administration, avec des organismes scientifiques indépendants, avec des chasseurs. J'observe simplement que des représentants des sociétés de protection de la nature, quand le sujet va leur poser problème, se gardent bien de venir aux réunions de l'observatoire. Et quand les dossiers ont été de façon assez consensuelle, je dirais, acceptés, ou quand les choix scientifiques ont été entérinés par cet observatoire, ça n'est que quelques temps plus tard que les membres issus de milieux protectionnistes contestent les conclusions de ce travail, voire même envoient des courriers au Conseil d'État pour contester les conclusions de cet observatoire. L'observatoire n'a pas été ce terrain de réconciliation entre les protecteurs et les chasseurs. Si aujourd'hui l'actualité ne propose pas de sujet de conflit, la guérilla est latente. La nouvelle ministre Nelly Olin, dès la première assemblée générale des chasseurs, est sondée sur ces dispositions. Moi je veux bien vous dire, moi je vais faire ce que vous voulez, mais après, pardonnez-moi de le dire, il ne faudra pas venir pleurer si on a reculé plutôt qu'avancé. Et croyez bien, je ne subis pas non plus la pression des associations écologistes. Je peux vous dire que je reçois plus facilement les associations de chasseurs et les chasseurs que les associations d'écologistes depuis que je suis au ministère. Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai absolument rien, mais rien contre la chasse. Le ministre de l'écologie qui déclare ça, c'est quand même plutôt rare. La droite revenant au pouvoir en 2002 n'a eu qu'à accorder quelques toutes petites améliorations ici ou là pour obtenir la reconnaissance de tout ce milieu de chasse qui dit enfin nous sommes entendus, on répond à nos questions, à notre attente. On a redonné la chasse aux chasseurs. C'est-à-dire qu'on a responsabilisé les fédérations et on ne les a pas mis sous tutelle. Par exemple, ils étaient sous tutelle a priori et a posteriori, enfin avant et après, pour leur budget. Leur budget, c'est les redevances qui touchent. Bon, est-ce qu'on met tous les gens sous tutelle ou est-ce qu'on les responsabilise? On les a responsabilisés. D'autre part, on a remis en place l'Office de la chasse, qui est quand même une structure qui nous est enviée par tous les autres pays et qui était sur le point d'extinction parce qu'ils n'avaient plus de fric, quoi. C'est très simple. Et l'Office, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un petit peu avant, remplit des tas de fonctions qui sont des fonctions, pour employer les termes habituels, régaliennes. La police de la chasse, c'est régalien. Hein, c'est donc à l'État de payer, mais l'État ne payait plus. Bon. Voilà en particulier ce qui a été fait et ce qui a réconcilié, je crois, le monde de la chasse et le monde politique. Quand je dis le monde politique, c'est pas une formation politique, c'est les décisions prises au niveau politique.
Du côté de l'Europe, on essaye de trouver des solutions pour apaiser le conflit entre chasseurs et protecteurs de la nature. Un guide devrait rassurer ces deux communautés. Vous mesurez quand même l'importance de l'événement. On est en 2006 et il faut donner aux États membres un guide d'interprétation d'une directive qui date de 1979 et qui s'applique depuis 1981. Donc ça veut dire que de 1981 à 2006, on a manqué d'un tel outil pour appliquer telle ou telle disposition de la directive. 30 années de conflit, 30 années de bataille juridique. Les sentiments sont amers chez la grande majorité des chasseurs. Dans ce contexte totalement nouveau, ici et là dans les fédérations, les chasseurs sont invités à accepter de nouvelles règles du jeu. Principe de précaution. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, mon rôle, comme président de Fédé, le rôle de vos administrateurs, c'est pas d'emmerder les gens. La fédération, elle n'a pas besoin de ça pour exister. Elle a des cotisations en plus obligatoires, donc elle pourrait ne rien faire. L'intérêt idéal pour des élus et des collaborateurs de fédération, c'est de ne rien faire. On touche les cotisations et on ne fait rien. Bon. Pourquoi le fait-on? Parce que nous sommes habités par l'intime conviction que si les chasseurs ne font pas la démonstration que ce qu'ils prélèvent correspond à la réalité des espèces, un jour, leur droit de chasser sera contesté et ce jour, il n'est pas forcément lointain. La chasse est peut-être sortie des enjeux partisans, peut-être. Mais toujours est-il que les échéances électorales s'annoncent. Et là, le lobby reprend sa place. La présidentielle et législative, effectivement, vont obliger les partis politiques à s'intéresser à cet électorat qui finalement devient libre. Hein? Et puisqu'il devient libre, chacun va essayer de jouer sa sirène. Donc le Front National a déjà commencé, c'est évident. À gauche, ils sont encore un peu en retard, mais on peut faire confiance à François Hollande pour mettre le paquet, ou à d'autres, dans la famille Ségolène Royal ou d'autres. Et à droite, je crois que l'opération a déjà commencé. Du côté de Nicolas Sarkozy, c'est clair, même si il n'est pas encore perçu comme un grand défenseur de la ruralité, c'est clair. Donc il y a effectivement une mobilisation, et je pense que la FNC sur ce sujet, qui est le lobby des chasseurs, aura tout intérêt à aller rencontrer et à aller plaider auprès de tout le monde. Les voix des 1,4 million de chasseurs se porteront-elles sur un candidat particulier? Un homme politique peut-il se prévaloir du vote des chasseurs? Quel message les partis adresseront-ils au monde de la chasse? C'est de trouver le successeur. Voilà. Tu sais que c'est un chien de président, ça, hein, c'est vrai. Hein, les présidents de la République en ont eu des comme ça. Hein. Oui. C'est moi qui leur ai donné l'idée. Hein? Modeste. Finalement, moi, je devrais faire du lobbying auprès des chiens de présidents. C'est ceux qui sont peut-être le plus écoutés. Il a l'oreille du président. 1 million de voix, ça fait des bascules pas inintéressantes. Mais il sera difficile de manipuler les chasseurs s'il n'y a pas de raison objective de réveiller leur conscience de chasseur. Mais par contre, la classe politique peut être assez bête pour croire que d'aucuns tiennent le vote des chasseurs. Ces combats menés pendant des années et des années sur les dates de chasse ou sur tel ou tel mode de chasse, eh bien, ont empêché que ces protecteurs et les chasseurs puissent collaborer beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait et qu'ils auraient pu le faire dans un contexte plus apaisé et pourtant il y avait sur certains points l'urgence. Quand on voit qu'il y a eu, je ne sais plus, mais 5 ou 6 lois dans les dernières législatures consacrées à la chasse, et à force l'opinion publique se dit mais pourquoi nos députés ont-ils besoin de s'occuper autant de la chasse? Et ça, je pense que c'est bon pour personne. Comment est-ce que le chasseur peut espérer avoir un avenir? Il peut espérer avoir un avenir s'il dialogue, s'il communique, s'il écoute, s'il gère, s'il entend le monde autour de lui. Au fil des ans, les chasseurs ont exercé leur goût de la liberté. Ils sont devenus une puissance contestataire très tôt impliquée dans les manœuvres politiques du siècle. Ces dernières années, cette puissance a décliné, quand bien même ils réussissaient à protéger leurs pratiques. Aujourd'hui,
Nombreux sont ceux qui les attendent pour faire face aux inquiétudes environnementales. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est très important. On est dans une société qui est en train de s'éclater dans le communautarisme. C'est dramatique pour la République et pour le corps social. Et les chasseurs sont une communauté. Et sont en train, ça j'en suis sûr, alors là c'est sur les fondamentaux, les chasseurs sont en train de se constituer en communauté. Et le lobby chasseur, au-delà de Thierry Coste, il n'a pas fini d'exister lui par contre. C'est-à-dire que moins on sera nombreux, plus on aura conscience d'appartenir à un monde. Cette communauté fera-t-elle parler d'elle pour les élections 2007 ? Affaire à suivre.